La reine du temple. Pour un enfant de 9 ans, dont tout l'horizon depuis qu'il avait l'âge de se souvenir avait été limité par un ruisseau, des fosses à fumier et des toits de campagne, la découverte de Paris ne pouvait être qu'un enchantement. Mais que dire quand cette découverte s'accomplissait sous la conduite d'un père si fier, si glorieux de son fils, et qui le faisait habiller, friser, baigner, oindre, qu'il l'amenait dans les plus belles boutiques, le gavait de sucreries, lui offrait une bourse de ceinture, avec de vrais sols dedans, et des souliers brodés. Giano ou Giannino vivaient des jours éblouis. Et toutes ces belles maisons où il pénétrait. Car Guccio, sous les prétextes divers, souvent même sans aucun prétexte, visitait à tour de rôle ses connaissances d'antan, simplement pour pouvoir prononcer orgueilleusement « mon fils », et montrer ce miracle, cette splendeur unique au monde, un petit garçon qui lui disait « Padre mio », avec un bon accent d'Île-de-France. Si l'on s'étonnait de la blondeur de Giannino, Guccio faisait allusion à la mère, une personne de noblesse. Il prenait alors ce ton faussement discret qui annonce l'indiscrétion, et cet air un peu fanfaron dans le mystère qu'ont les Italiens pour feindre de se taire sur leur conquête. Ainsi tous les Lombards de Paris, les Peruzzi, les Boccanegra, les Macci, les Albizzi, les Frescobaldi, les Scamozzi et le signor Boccace lui-même étaient au courant. L'oncle Tolomei, un œil ouvert, un œil fermé, le ventre pesant et la jambe lourde, ne participait pas peu à cette ostentation. Ah, si Guccio avait pu se réinstaller à Paris, sous son toit, et avec le petit Giannino, comme il se serait senti heureux, le vieux Lombard, pour les jours qui lui restaient à vivre. Mais c'était un rêve impossible. Pourquoi ne voulait-elle pas de régularisation du mariage ? Pourquoi ne voulait-elle pas accepter la vie commune avec son époux, cette sotte, cet entêté de Marie de Cressay, puisque maintenant tout le monde semblait d'accord ? Tolomei, quelque répugnance qu'il éprouva à entreprendre le moindre déplacement, s'offrait à aller à Naufle tenter une ultime démarche. « Mais c'est moi qui ne veux plus d'elle, mon oncle, » déclarait Guccio. « Je ne laisserai pas bafouer mon honneur. Et puis, quelle plaisance y aurait-il à vivre auprès d'une femme qui ne m'aime plus ?»« En es-tu bien sûr ?» Il y avait un signe, un seul, qui pouvait permettre à Guccio de se poser la question. Il avait reconnu au cou de l'enfant le petit reliquaire de corps à lui-même offert par la reine Clémence, quand il se trouvait en l'Hôtel-Dieu de Marseille, et dont il avait à son tour fait présent à Marie une fois qu'elle était fort malade. « Ma mère l'a ôté de son cou et l'a passé au mien quand mes oncles m'ont mené vers vous l'autre matin, » avait expliqué l'enfant. Mais pouvait-on se fonder sur un si faible indice ? Sur un geste qui pouvait n'être que de religiosité ? Et puis le comte de Bouville avait été formel. « Si vous voulez garder cet enfant, il faut que vous partiez avec lui pour Sienne, et le plus tôt sera le mieux, » avait-il dit à Guccio. L'entrevue avait eu lieu en l'hôtel de l'ancien grand chambellan derrière le Pré-aux-Clercs. Bouville se promenait dans son jardin clos de murs, et les larmes lui étaient venues aux paupières en voyant Giannino. Il avait baisé la main du petit garçon avant de le baiser aux joues, et le contemplant, le détaillant des cheveux aux souliers, il avait murmuré « Un vrai petit prince, un vrai petit prince !» En même temps, il s'essuyait les yeux. Guccio était étonné de cette émotion excessive, et il en était touché comme d'un hommage d'amitié à lui-même rendu. « Un vrai petit prince, comme vous le dites, messire, » avait répondu Guccio tout heureux. « Et c'est chose bien surprenante quand on songe qu'il n'a connu que la vie des champs, et que sa mère, après tout, n'est qu'une paysanne. » Bouville hochait la tête. Oui, tout cela était bien étonnant. « Emmenez-le, vous ne pouvez mieux faire. D'ailleurs, n'avez-vous pas l'auguste approbation de notre très saint père ? Je vous ferai donner cette fois 2 sergents pour vous accompagner jusqu'aux frontières du royaume, afin qu'aucun mal ne vous survienne, ni à cet enfant. » Il ne lui semblait pas aisé de prononcer « votre fils ». « Adieu, mon petit prince, » dit-il en embrassant encore Giannino. « Vous reverrai jamais. » Et puis il s'éloigna très vite, parce que les pleurs recommençaient à abonder dans ses gros yeux. Vraiment, cet enfant ressemblait trop douloureusement au grand roi Philippe. « Retourne-t-on à Cressay ?» demanda Giannino le matin du 11 mai, devant les porte-manteaux et les malles de bas qu'on emplissait. Il ne paraissait pas trop impatient de rentrer au manoir. « Non, mon fils, » répondit Guccio. « Nous allons d'abord à Sienne. »« Ma mère va-t-elle venir avec nous ?»« Non, pas à présent. Elle nous rejoindra plus tard. » L'enfant parut tranquillisé. Guccio pensa qu'après 9 années de mensonges au sujet de son père, Giannino allait maintenant être abreuvé de nouveaux mensonges à propos de sa mère.
Mais comment agir autrement? Un jour, peut-être, faudrait-il lui laisser croire que sa mère était morte. Avant de se mettre en route, il restait à Guccio une visite à faire, la plus prestigieuse sinon la plus importante. Il désirait saluer la reine douairière Clémence de Hongrie. « Où est-ce donc, la Hongrie » demanda l'enfant. « Très loin, du côté du Levant. Il faut de nombreuses semaines de route pour y parvenir. Peu de gens y sont allés. » Pourquoi est-elle à Paris, cette dame Clémence, si elle est reine de Hongrie? Mais elle n'a jamais été reine de Hongrie, Giannino. Son père en fut roi, mais elle a été reine de France. Alors, c'est la femme du roi Charles le Biot? Non, la femme du roi, c'était Madame d'Évreux, qu'on couronnait ce jour même. Et l'on irait d'ailleurs tout à l'heure au Palais Royal donner un coup d'œil sur la cérémonie à la Sainte-Chapelle, afin que Giannino partît sur un dernier souvenir plus beau que tous les autres. Guccio, l'impatient Guccio, n'éprouvait ni ennui ni lassitude à expliquer à cette petite cervelle des choses qui semblaient évidentes et ne l'étaient nullement, si l'on ne les savait pas de longtemps. C'est ainsi que se fait l'apprentissage du monde. Mais cette reine Clémence qu'on allait voir, qui était-elle alors? Et comment Guccio la connaissait-il? De la rue des Lombards au Temple, par la rue de la Verrerie, il y avait peu de distance. Chemin faisant, Guccio racontait à l'enfant comment il était allé à Naples avec le comte de Bouville, le gros seigneur, tu sais, que nous avons visité l'autre jour et qui t'a embrassé, afin de demander cette princesse en mariage pour le roi Louis X, qui était mort à présent. Et comment lui-même, Guccio, s'était trouvé auprès de Madame Clémence sur le bateau qui la conduisait en France, et comment il avait manqué de périr dans une grande tempête avant d'aborder à Marseille. Et ce reliquaire que tu portes au cou me fut donné par elle pour me remercier de l'avoir sauvé de la noyade. Et ensuite, quand la reine Clémence avait eu un fils, c'était la mère de Giannino qui avait été choisie pour nourrice. « Ma mère ne m'en a jamais rien dit ?» s'écria l'enfant surpris. « Ainsi, elle connaissait aussi Madame Clémence ?» Tout cela était bien compliqué. Giannino aurait aimé savoir si Naples était en Hongrie. Et puis, il y avait les passants qui les bousculaient. Une phrase commencée restait en suspens. Un marchand d'eau, avec le tintamarre de ses seaux, interrompait une réponse. Il était bien difficile à l'enfant de faire de l'ordre dans le récit. Ainsi, tu es le frère de lait du petit roi Jean le Posthume qui mourut à 5 jours. Frère de lait. Cela, Giannino comprenait bien ce que c'était. À Cressay, il en entendait parler tout le temps. Des frères de lait, il y en avait plein la campagne. Mais frère de lait d'un roi? Il y avait matière à rester songeur, car un roi c'est un homme grand et fort, avec une couronne en tête. Il n'avait jamais pensé que les rois pussent avoir des frères de lait, ni même être jamais de petits-enfants. Quant à Posthume, un autre mot bizarre, lointain comme la Hongrie. « Ma mère ne m'en a jamais rien dit ?» répéta Giannino. Et il commençait à en vouloir à sa mère de tant de choses étonnantes qu'elle lui avait cachées. « Et pourquoi cela s'appelle le temple où nous allons ?»« À cause des Templiers. »« Ah oui, je sais, ils crachaient sur la croix, ils adoraient une tête de chat et ils empoisonnaient les puits pour garder tout l'argent du royaume. » Il tenait cela du fils du charron qui répétait les propos de son père, qui les tenait lui-même de Dieu sait qui. Il n'était pas aisé pour Guccio dans cette foule et en si peu de temps d'expliquer à son fils que la vérité était un peu plus subtile. Et l'enfant ne comprenait pas pourquoi la reine qu'on allait voir habitait chez d'aussi vilaines gens. « Il n'y habite plus, figlio mio, il n'existe plus, c'est l'ancienne demeure du grand maître. »« Maître Jacques de Molay? C'était lui? » ?»« Fais les cornes avec les doigts, mon garçon, quand tu prononces ce nom-là. » Donc les Templiers ont été supprimés, brûlés ou chassés, le roi a pris le temple, qui était leur château. Quel roi? Il n'y s'y retrouvait plus, le pauvre Giannino, parmi tant de souverains. Philippe le Bel. Tu l'as vu, toi, le roi le Bel? L'enfant en avait entendu parler de ce roi terrifiant et maintenant si hautement respecté. Mais cela faisait partie de toutes les ombres d'avant sa naissance, et Guccio fut attendri. C'est vrai, pensa-t-il, il n'était pas né. Pour lui, cela veut dire autant que Saint-Louis. Et comme la presse ralentissait leurs pas, « Oui, je l'ai vu, » répondit-il. « J'ai même manqué de le renverser, dans une de ces rues, à cause de 2 lévriers que je promenais en laisse, le jour de mon arrivée à Paris, il y a 12 ans. » Et le temps lui reflua sur les épaules comme une grosse vague soudaine qui vous submerge, et puis s'éparpille.
Une écume des jours s'écroula autour de lui. Il était un homme, déjà, qui racontait ses souvenirs. Donc, continua-t-il, la maison des Templiers est devenue la propriété du roi Philippe le Bel, et après du roi Louis, et après du roi Philippe le Long, qui a précédé le roi d'à présent. Et le roi Philippe le Long a donné le temple à la reine Clémence en échange du château de Vincennes qu'elle avait reçu par testament de son époux le roi Louis. « Padre Mio, je voudrais une oubli !» Il avait senti une bonne odeur de gaufre s'échappant d'un éventaire, et cela faisait disparaître d'un coup tout intérêt pour ces rois qui se succédaient trop vite et échangeaient leur château. Il savait déjà d'autre part que de commencer sa phrase par Padre Mio était un sûr moyen d'obtenir ce qu'il désirait, mais cette fois la recette fut vaine. « Non, quand nous reviendrons, car à présent tu te salirais. Rappelle-toi bien ce que je t'ai enseigné. Ne parle à la reine que si elle t'adresse la parole, et puis tu t'agenouilleras pour lui baiser la main. »« Comme à l'église ?»« Non, pas comme à l'église. Viens, je vais te montrer, mais moi, j'ai du mal à le faire à cause de ma jambe blessée. » Ils étaient curieux à voir, vraiment, pour les passants, cet étranger de petite taille, au teint sombre, et cet enfant tout blond qui, dans une encoignure de porte, s'entraînait à la génuflexion. « Et puis, tu te relèves, rapidement, mais ne bouscule pas la reine. » hein. L'hôtel du Temple était fort modifié depuis l'époque de Jacques de Molay. Et d'abord, il avait été morcelé. La résidence de la reine Clémence ne comprenait que la grande tour carrée à 4 poivrières, quelques logis secondaires, remises, écuries, autour de la cour pavée, et un jardin, partie potager et partie d'agrément. Le reste de la commanderie, les habitations des chevaliers, les armureries, les chantiers des compagnons isolés par de hauts murs, avaient été affectés à d'autres usages. Et cette cour gigantesque, destinée au rassemblement militaire, paraissait à présent déserte et comme morte. La litière d'apparat à rideaux blancs qui attendait la reine Clémence y semblait un bateau arrivé par mégarde ou détresse dans un port désaffecté. Et bien qu'il y eût autour de la litière quelques écuyers et valets, tout l'hôtel avait un ton de silence et d'abandon. Guccio et Giannino pénétrèrent dans la tour du Temple par la porte même d'où Jacques de Molay, extrait de son cachot, était sorti 12 ans plus tôt pour être conduit au supplice. Les salles avaient été remises à neuf, mais en dépit des tapisseries, des beaux objets d'ivoire, d'argent et d'or, ces lourdes voûtes, ces étroites fenêtres, ces murs où les bruits s'étouffaient, et les proportions mêmes de cette résidence guerrière ne constituaient pas une demeure de femme, d'une femme de 32 ans. Tout y rappelait les hommes rudes, portant le glaive sur la robe, qui avait à un moment assuré à la chrétienté la suprématie totale dans les limites de l'ancien empire romain. Pour une jeune veuve, le temple semblait une prison. Madame Clémence fit peu attendre ses visiteurs. Elle apparut, vêtue déjà pour la cérémonie à laquelle elle se rendait, en robe blanche, gorgière de voile sur la naissance de la poitrine, manteau royal sur les épaules et couronne d'or en tête. Une reine vraiment comme on en voit peinte aux vitraux des églises. Giannino crut que les reines étaient vêtues de cette sorte tous les jours de la vie, belles, blondes, magnifiques, distantes et le regard un peu absent. Clémence de Hongrie offrait un sourire qui n'était que de commande, le sourire qu'une reine sans pouvoir, sans royaume, se doit de laisser tomber sur le peuple qui l'approche. Cette morte sans tombeau trompait ses jours trop longs par des occupations inutiles, collectionnait les pièces d'orfèvrerie, et c'était là tout l'intérêt qui lui restait au monde et qu'elle feignait d'avoir. L'entrevue fut plutôt décevante pour Guccio, qui attendait davantage d'émotion, mais non pour l'enfant qui voyait devant lui une sainte du ciel en manteau d'étoiles. Madame de Hongrie posait ces questions bien séantes qui nourrissent la conversation des souverains lorsqu'ils n'ont rien à dire. Guccio avait beau tenter d'orienter l'entretien vers leur commun souvenir, vers Naples, vers la tempête, la reine éludait. Tout souvenir en vérité lui était pénible. Elle repoussait les souvenirs. Et quand Guccio, cherchant à mettre en valeur Giannino, précisa « Le frère de lait de votre infortuné fils, madame », une expression presque dure passa sur le beau visage de Clémence. Une reine ne pleure pas en public. Mais c'était trop d'inconsciente cruauté vraiment que de lui présenter bien vivant, blond et frais, un enfant de l'âge qu'aurait eu le sien, et qui avait sucé le même lait. La voix du sang ne parlait guère, mais seulement celle du malheur. Et puis le jour était peut-être mal choisi, alors que Clémence allait assister au couronnement d'une 3e reine de France depuis elle. Elle s'obligea par politesse à demander « Que fera-t-il quand il sera grand, ce bel enfant ?»
Il tient à la banque, madame. Je l'espère, du moins, comme nous tous. » La reine Clémence croyait que Guccio venait de lui réclamer une créance ou le paiement de quelques coupes d'or, de quelques joyaux dont elle se fut fournie chez son oncle. Elle avait une telle habitude de ces réclamations de fournisseurs. Elle fut surprise quand elle comprit que ce jeune homme s'était dérangé seulement pour la voir. Existait-il donc encore des gens qui la venaient saluer sans rien avoir à requérir d'elle, ni remboursement, ni service? Guccio dit à l'enfant de montrer à madame la reine le reliquaire qu'il portait au cou. La reine ne se souvenait plus, et Guccio dut lui rappeler la visite qu'elle lui avait faite à l'Hôtel-Dieu de Marseille. Elle pensa « Ce jeune homme m'a aimé ». Consolation illusoire des femmes dont la destinée amoureuse s'est arrêtée trop tôt et qui ne sont plus attentives qu'aux signes des sentiments qu'elles ont pu inspirer autrefois. Elle se pencha pour embrasser l'enfant, mais Giannino se ragenouilla aussitôt et lui baisa la main. Elle chercha autour d'elle, d'un mouvement presque machinal, un cadeau à faire, aperçut une boîte de vermeil et la tendit à l'enfant en disant « Tu aimes sûrement les dragées? Conserve ce drageoir et que Dieu te garde. » Il était temps de se rendre à la cérémonie. Elle monta en litière, ordonna de clore les rideaux blancs, et puis fut prise d'un mal-d'être qui lui venait de tout le corps, de la poitrine, des jambes, du ventre, de toute cette beauté inutile. Elle put enfin pleurer. Dans la rue du Temple, la foule était nombreuse qui se dirigeait vers la Seine, vers la cité, pour aller saisir quelques bribes du couronnement, et qui ne verrait sans doute rien d'autre qu'elle-même. Guccio, prenant Giannino par la main, se mit à la suite de la litière blanche, comme s'il faisait partie de l'escorte de la reine. Ils purent ainsi franchir le pont au change, pénétrer dans la cour du palais, et là s'arrêter pour voir passer les grands seigneurs qui entraient en costume d'apparat dans la Sainte-Chapelle. Guccio les reconnaissait pour la plupart et pouvait les nommer à l'enfant. La comtesse Mao d'Artois, encore grandie par sa couronne, et le comte Robert, son neveu, qui la dépassait en taille. Monseigneur Philippe de Valois, maintenant pair de France, avec à son côté sa femme qui boitait. Et puis Madame Jeanne de Bourgogne, l'autre reine veuve. Mais quel était ce jeune couple, 18 et 15 ans environ, qui venait ensuite? Guccio se renseigna auprès de ses voisins. On lui répondit que c'était Madame Jeanne de Navarre et son mari Philippe d'Évreux. Eh oui, la fille de Marguerite de Bourgogne avait maintenant 15 ans, et elle était mariée, après tant de drames dynastiques, autour et à cause d'elle suscités. La presse devint telle que Guccio dut hisser Giannino sur ses épaules. Il y pesait lourd, le petit diable. Ah, voici que s'avançait la reine Isabelle d'Angleterre, rentrée de Ponthieu. Guccio la trouva étonnamment peu changée depuis qu'il l'avait entrevue autrefois à Westminster, le temps de lui délivrer un message de Robert d'Artois. Pourtant, il se la rappelait plus grande. Sur le même rang marchait son fils, le jeune Édouard d'Aquitaine. Et toutes les têtes se tendaient parce que la traîne du manteau ducal du jeune homme était portée par Lord Mortimer, comme si celui-ci eût été le grand chambellan du prince. Un défi de plus lancé au roi Édouard. Lord Mortimer présentait un visage victorieux, mais moins toutefois que le roi Charles le Bel, auquel on n'avait jamais vu figure si resplendissante, parce que la reine de France, cela se chuchotait, était enceinte de 2 mois, enfin. Et son couronnement officiel jusque-là différé constituait un remerciement. Giannino se pencha soudain sur l'oreille de Guccio. « Padre mio, dit-il, le gros seigneur qui m'a embrassé l'autre jour, que nous sommes allés voir dans son jardin, il est là, il me regarde. » Brave Bouville, coincé dans la foule des dignitaires. Quelle confuse et troublante pensée roulait dans sa tête en apercevant le vrai roi de France, que tout le monde croyait dans un caveau de Saint-Denis, juché sur les épaules d'un négociant lombard, tandis qu'on couronnait l'épouse de son second successeur. L'après-midi même, sur la route de Dijon, 2 sergents d'armes du même comte de Bouville escortaient le voyageur siennois accompagné de l'enfant blond. Guccio Baglioni s'imaginait enlever son fils. Il volait en fait le tenant réel et légitime du trône. Et ce secret n'était connu que d'un vieillard auguste, dans une chambre d'Avignon, emplie de cris d'oiseaux, d'un ancien chambellan, dans son jardin du Pré-aux-Clercs, et d'une jeune femme à jamais désespérée, dans un pré d'Île-de-France. La reine veuve qui habitait au temple continuerait de faire dire des messes pour un enfant mort. Le conseil de Chat-Alice. L'orage a nettoyé le ciel de fin juin. Dans les appartements royaux de l'abbaye de Chat-Alice,
Cet établissement cistercien, qui est une fondation capétienne, et où les entrailles de Charles de Valois ont été déposées voici quelques mois, les cierges se consument en fumant et mélangent leur odeur de cire à l'air chargé des parfums de la terre après la pluie, et aux senteurs d'encens, comme il en flotte dans toutes les demeures religieuses. Les insectes échappés à l'orage sont entrés par les ogives des fenêtres et dansent autour des flammes. C'est un soir triste. Les visages sont pensifs, moroses, ennuyés, dans cette salle voûtée où les tapisseries déjà anciennes, à semis de fleurs de lys et du modèle exécuté en série pour les résidences royales, pendent le long de la pierre nue. Une dizaine de personnes se trouvent là réunies autour du roi Charles IV. Robert d'Artois, autrement appelé le comte de Beaumont-le-Roger, le nouveau comte de Valois, Philippe, l'évêque père de Beauvais, Jean de Marigny, le chancelier Jean de Cherchemont, le comte Louis de Bourbon, le boiteux, grand chambrier, le connétable Gaucher de Châtillon. Ce dernier a perdu son fils l'année précédente et cela, comme on dit, l'a vieilli d'un coup. Il paraît vraiment ses 76 ans. Il est de plus en plus sourd et on accuse ces bouches à poudre qu'on lui a fait partir dans les oreilles au siège de la Réole. Quelques femmes ont été admises parce qu'en vérité c'est une affaire de famille qu'on doit traiter ce soir. Il y a là les 3 Jeannes. Madame Jeanne d'Évreux, la reine, Madame Jeanne de Valois, comtesse de Beaumont, l'épouse de Robert, et encore Madame Jeanne de Bourgogne, la méchante, l'avare, petite fille de Saint-Louis, boiteuse comme le cousin Bourbon, et qui est la femme de Philippe de Valois. Et puis Mao. Mao aux cheveux tout gris et aux vêtements noirs et violets, forte en poitrine, en croupe, en épaules, en bras, colossale. L'âge qui ordinairement réduit la taille des êtres n'a pas eu tel effet sur Mao d'Artois. Elle est devenue une vieille géante, et ceci est plus impressionnant encore qu'une jeune géante. C'est la première fois depuis bien longtemps que la comtesse d'Artois reparaît à la cour, autrement que couronne en tête, pour les cérémonies auxquelles l'oblige son rang. La première fois en fait depuis le règne de son gendre Philippe le Long. Elle est arrivée à Chalice dans les couleurs du deuil, pareille à un catafalque en marche, drapée comme une église la semaine de la Passion. Sa fille, Blanche, vient de mourir à l'abbaye de Maubuisson, où elle avait été enfin admise après qu'on l'eût d'abord transférée de Château-Gaillard dans une résidence moins cruelle, près de Coutances. Mais Blanche n'a guère profité de cette amélioration de son sort obtenue en échange de l'annulation du mariage. Elle est morte quelques mois après son entrée au couvent, épuisée par ses longues années de détention, par les terribles nuits d'hiver dans la forteresse des Andelys, morte de maigreur, de toux, de malheur, presque démente, sous un voile de religieuse, à 30 ans. Et tout cela pour quelques mois d'amour, si même on peut appeler amour son aventure avec Gauthier d'Aulnay. Un entraînement plutôt à imiter les plaisirs de sa belle-sœur Marguerite de Bourgogne, alors qu'elle avait 18 ans, l'âge où l'on ne sait pas ce que l'on fait. Ainsi, celle qui aurait pu être en ce moment reine de France, la seule femme que Charles le Bel ait vraiment aimée, vient ainsi de s'éteindre alors qu'elle accédait à une relative paix. Et le roi Charles le Bel, en qui cette mort soulève de lourdes vagues de souvenirs, est triste devant sa 3e épouse qui sait fort bien à quoi il pense et qui feint de ne pas s'en apercevoir. Mao a saisi l'occasion de ce deuil. Elle est venue d'elle-même et sans se faire annoncer comme poussée seulement par le mouvement du cœur, offrir, elle, la mère éprouvée, ses condoléances à l'ancien mari malheureux. Et ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Mao, de sa lèvre moustachue, a baisé les joues de son ex-gendre. Charles, d'un mouvement enfantin, a laissé tomber son front sur la monumentale épaule et répandu quelques larmes parmi les draperies de ce corbillard dont la géante est vêtue. Ainsi se modifient les relations entre les êtres humains quand la mort passe parmi eux et supprime les mobiles du ressentiment. Elle a une idée en tête, dame Mao, pour s'être précipitée à Chalice. Et son neveu Robert ronge son frein. Il lui sourit, il se sourit. Il s'appelle « ma bonne tante »,« mon beau neveu », et se témoigne bon amour de parents comme ils s'y sont engagés par le traité de 1318. Ils se haïssent. Ils s'entretueraient s'ils se trouvaient seuls dans une même pièce. Mao est venue en vérité, elle ne le dit pas mais Robert le devine bien, à cause d'une lettre qu'elle a reçue. Toutes les personnes présentes d'ailleurs ont reçu la même lettre, à quelques variantes près. Philippe de Valois, l'évêque Marigny, le connétable et le roi. Surtout le roi. Les étoiles parsèment la nuit qu'on aperçoit claire par les fenêtres. Ils sont 10,
11 personnages de la plus haute importance, assis en cercle sous les voûtes, entre les piliers à chapiteaux sculptés, et ils sont très peu. Ils ne se donnent pas à eux-mêmes une véritable impression de force. Le roi de caractère faible et d'entendement limité est de surcroît sans famille directe, sans serviteur personnel. Les princes ou les dignitaires autour de lui ce soir rassemblés, qui sont-ils? Des cousins, ou bien des conseillers hérités de son père ou de son oncle? Nul qui soit véritablement à lui, créé par lui, lié à lui. Son père avait 3 fils, et 2 frères siégeant à son conseil. Et même les jours de brouille, même les jours où feu Monseigneur de Valois jouait les ouragans, c'était un ouragan de famille. Louis Hutin avait 2 frères et 2 oncles, Philippe le Long, ces mêmes oncles qui l'appuyaient diversement, et encore un frère, Charles lui-même. Ce survivant n'a presque plus rien. Son conseil fait penser irrésistiblement à une fin de dynastie. Le seul espoir d'une continuation de la lignée, d'une dévolution directe, dort au ventre de cette femme silencieuse, ni jolie, ni laide, qui se tient les mains croisées auprès de Charles, et qui se sait une reine de rechange. La lettre, la fameuse lettre dont on est occupé, est datée du 19 juin et vient de Westminster. Le chancelier la tient en main, la cire verte du sceau brisé s'écaille sur le parchemin. Ce qui a produit si grande ire au cœur du roi Édouard paraît bien être que Monseigneur de Mortimer ait tenu le manteau du duc d'Aquitaine lors du couronnement de Madame la Reine. Que son personnel ennemi soit aposté auprès de son fils, en telle marque de dignité, Sire Édouard ne l'a pu ressentir que comme personnelle offense. C'est Monseigneur de Marigny qui vient de parler, accompagnant parfois son propos d'un geste de ses doigts où brille l'améthyste épiscopale. Ces 3 robes superposées sont d'étoffe légère, ainsi qu'il convient pour la saison, et la robe de dessus, plus courte, tombe en plis harmonieux. On reconnaît par moments chez Monseigneur de Marigny un peu de l'autorité du grand Enguerrand dont il est maintenant le seul frère survivant. Le visage du prélat paraît sans faiblesse, barré de sourcils horizontaux, de part et d'autre d'un nez droit. Monseigneur de Marigny, si le sculpteur respecte ses traits, fera un beau gisant pour le dessus de son tombeau. Mais dans longtemps, car il est jeune encore. Et il a su tôt profiter de la fortune d'Enguerrand, quand celui-ci était au plus haut de sa gloire, et s'en séparer à point nommé quand Enguerrand fut précipité. Toujours, il a traversé aisément les vicissitudes qu'entraînent les changements de règne. Récemment encore, il a bénéficié des tardifs remords de Charles de Valois. Il est fort influent au conseil. « Cherchemont, dit le roi Charles à son chancelier, refaites-moi lecture de cet endroit où notre frère Édouard se plaint de messire de Mortimer. » Jean de Cherchemont déplie le parchemin, l'approche d'un cierge, marmonne un peu avant de retrouver les lignes en cause et lit. L'adhérence de notre femme et notre fils, avec nos traîtres et ennemis mortels notoirement connus, en tant que le dit traître, le Mortimer, porta à Paris la suite de notre fils publiquement en la solennité de couronnement de notre très chère sœur, votre compagne la reine de France, à la Pentecôte dernière passée, en si grande honte et dépit de nous. L'évêque Marigny se penche vers le connétable gaucher et lui murmure que voilà lettre bien mal écrite. Le connétable n'a pas bien entendu, il se contente de bougonner. « Un hors nature, un sodomite !»« Cherchemont, reprend le roi, quel droit avons-nous de nous opposer à la requête de notre frère d'Angleterre lorsqu'il nous enjoint de supprimer ses jours à son épouse ?» Cette manière de la part de Charles le Bel de s'adresser à son chancelier, et non pas de se tourner comme il le fait d'habitude vers Robert d'Artois, son cousin, l'oncle de sa femme, son premier conseiller, prouve bien que pour une fois il a une volonté en tête. Jean de Cherchemont, avant de répondre, parce qu'il n'est pas absolument sûr de l'intention du roi, et qu'il craint d'autre part de heurter Monseigneur Robert, Jean de Cherchemont se réfugie dans la fin de la lettre comme si, avant de donner un avis, il lui fallait en méditer davantage les dernières lignes. « Ce pourquoi, très cher frère, lit le chancelier, nous vous prions de rechef si affectueusement et de cœur comme nous pouvons, que cette chose que nous désirons souverainement, veuillez nos dites requêtes entendre et les parfaire bénignement et tôt à effet, par profit et honneur d'entre nous, et que nous ne soyons déshonorés. » L'évêque de Marigny secoue la tête et soupire. Il souffre d'entendre une langue si rugueuse, si gauche. Mais enfin, toute mal écrite qu'elle soit cette lettre, le sens en est clair.
La comtesse Mao d'Artois se tait. Elle se garde de triompher trop tôt. Et ses yeux gris brillent dans la lumière des cierges. Sa délation de l'automne dernier et ses machinations avec l'évêque d'Exeter, en voici le fruit mûr au début de l'été, et bon à cueillir. Personne ne lui ayant rendu le service de lui couper la parole, le chancelier se voit contraint d'émettre un avis. « Il est certain, sire, que selon les lois à la fois de l'Église et des royaumes, il faut de quelque manière donner apaisement au roi Édouard. Il réclame son épouse. Jean de Cherchemont est un ecclésiastique, ainsi que le veut sa fonction, et il se tourne vers l'évêque Marigny, quêtant des yeux un appui. Notre Saint-Père le Pape nous a lui-même fait porter un message dans ce sens par l'évêque Thibaut de Châtillon, dit Charles le Bel. Car Édouard est allé jusqu'à s'adresser au pape Jean XXII, lui envoyant transcription de toute la correspondance où s'étale son infortune conjugale. Que pouvait faire le pape Jean, sinon répondre qu'une épouse doit vivre auprès de son époux? Il faut donc que madame ma sœur s'en reparte vers son pays de mariage, ajouta Charles le Bel. Il a dit cela sans regarder personne, les yeux baissés vers ses souliers brodés. Un candélabre qui domine son siège éclaire son front, où l'on retrouve soudain quelque chose de l'expression butée de son frère le Hutin. « Sire Charles, déclare Robert d'Artois, c'est livré au Despenser madame Isabelle Poinlier que de l'obliger à s'en retourner là-bas. N'est-elle pas venue chercher auprès de vous refuge, parce qu'elle redoutait déjà des toxises? Que sera-ce à présent ?» Certes, sire mon cousin, vous ne pouvez, dit le grand Philippe de Valois, toujours prêt à épouser le point de vue de Robert, mais sa femme Jeanne de Bourgogne l'a tiré par la manche, et il s'est arrêté net, et l'on verrait bien si ce n'était la nuit qu'il rougit. Robert d'Artois s'est aperçu du geste, et du brusque mutisme de Philippe, et du regard qu'ont échangé Mao et la jeune comtesse de Valois. S'il pouvait, il lui tordrait bien le cou à cette boiteuse-là. « Ma sœur, c'est peut-être agrandi le danger, » reprend le roi. « Ces Despenser ne paraissent pas de si méchantes gens qu'elle m'en a fait portrait. J'ai reçu d'eux plusieurs lettres fort agréables et qui montrent qu'ils tiennent à mon amitié. »« Et des présents aussi, de belles orfèvreries !» s'écrie Robert en se levant, et toutes les flammes des cierges vacillent et les ombres se partagent sur les visages. « Sire Charles, mon aimé cousin, avez-vous pour 3 saucières de vermeil qui manquaient à votre buffet changé de jugement au sujet de ces gens qui vous ont fait la guerre et sont comme boucs à chèvre avec votre beau-frère? Nous avons tous reçu présent de leur part. N'est-il pas vrai, monseigneur de Beauvais? Et vous, Cherchemont, et toi, Philippe? Un courtier en change, je puis vous donner son nom, il s'appelle maître Arnold, a reçu l'autre mois 5 tonneaux d'argent pour un montant de 5000 marcs sterling, avec instruction de les employer à faire des amis au comte de Gloucester dans le conseil du roi de France. Ces présents ne coûtent guère aux Despenser, car ils sont payés aisément sur les revenus du comté de Cornouailles, qu'on a saisi à votre sœur. Voilà, sire, ce qu'il vous faut savoir et vous remémorer. Et quelle loyauté pouvez-vous attendre d'hommes qui se déguisent en femmes pour servir les vices de leur maître? N'oubliez pas ce qu'ils sont et où siège leur puissance. Robert ne saurait résister, même en conseil, à la tentation de la grivoiserie. Il insiste. Siège. Voilà le mot juste. Mais son rire ne lève aucun écho, sinon chez le connétable. Le connétable n'aimait pas Robert d'Artois autrefois, et il en avait assez donné la preuve en aidant Philippe le Long, autant que celui-ci était régent, à défaire le géant et à le mettre en prison. Mais, depuis quelque temps, le vieux gaucher trouve à Robert des qualités, à cause de sa voix peut-être, la seule qu'il comprenne sans effort. Les partisans de la reine Isabelle ce soir se peuvent compter. Le chancelier est indifférent, ou plutôt il est attentif à conserver une charge qui dépend de la faveur. Son opinion grossira le courant le plus fort. Indifférente aussi la reine Jeanne, qui pense peu. Elle souhaite surtout ne point éprouver des mois qui soient nuisibles à sa grossesse. Elle est nièce de Robert d'Artois et ne laisse pas d'être sensible à son autorité, à sa taille, à son aplomb, mais elle est soucieuse de montrer qu'elle est une bonne épouse, et prête donc à condamner par principe les épouses qui sont objets de scandale. Le connétable serait plutôt favorable à Isabelle, d'abord parce qu'il déteste Édouard d'Angleterre pour ses mœurs et ses refus de rendre l'hommage. De façon générale, il n'aime pas ce qui est anglais. Il accepte de ce sentiment Lord Mortimer, qui a rendu bien des services. Ce serait lâcheté que de l'abandonner à présent.
Il ne se gêne point pour le dire, le vieux gaucher, et pour déclarer également qu'Isabelle a toutes les excuses. « Elle est femme, que diable, et son mari n'est pas homme, c'est lui le premier coupable !» Monseigneur de Marigny, haussant un peu la voix, lui répond que la reine Isabelle est fort pardonnable, et que lui-même, pour sa part, est prêt à lui donner l'absolution. Mais l'erreur, la grande erreur de madame Isabelle, c'est d'avoir rendu son péché public. Une reine ne doit point offrir l'exemple de l'adultère. « Ah, c'est vrai, c'est juste, » dit Gaucher. « Il n'avait point besoin d'aller main jointe en toute cérémonie et partager la même couche comme cela se dit qu'ils le font. » Sur ce point-là, il donne raison à l'évêque. Le connétable et le prélat sont donc du parti de la reine Isabelle, mais avec quelques restrictions. Et puis là s'arrêtent les préoccupations du connétable sur ce sujet. Il pense au collège de Langremane qu'il a fondé près de son château de Châtillon-sur-Seine, où il serait en ce moment si l'on ne l'avait pas retenu pour cette affaire. Il s'en consolera en allant tout à l'heure écouter les moines chanter l'office de nuit, plaisir qui peut paraître étrange pour un homme qui devient sourd, mais voilà, Gaucher entend mieux dans le bruit. Et puis ce militaire a le goût des arts, cela se trouve. La comtesse de Beaumont, une belle jeune femme qui sourit toujours de la bouche et jamais des yeux, s'amuse infiniment. Comment ce géant qu'on lui a donné pour mari et qui lui fournit un perpétuel spectacle va-t-il se sortir de l'affaire où il est ? Il gagnera. Elle sait qu'il gagnera. Robert gagne toujours. Et elle l'aidera à gagner si elle le peut, mais point par des paroles publiques. Philippe de Valois est pleinement favorable à Madame d'Angleterre, mais il va la trahir parce que sa femme, qui est Isabelle, lui a fait la leçon et que cette nuit, elle se refusera à lui, après cris et tempêtes, s'il agit autrement qu'elle en a décidé. Et le gaillard à grand nez se trouble, hésite, bafouille. Louis de Bourbon est sans courage. On ne l'envoie plus dans les batailles parce qu'il prend la fuite. Il n'a aucun lien particulier avec la reine Isabelle. Le roi est faible, mais capable d'entêtement, comme cette fois dont on se souvient, où il refusa tout un mois à son oncle Charles de Valois la commission de lieutenant royal en Aquitaine. Il est plutôt mal disposé à l'égard de sa sœur, parce que les ridicules lettres d'Édouard, à force de répétition, ont fini par agir sur lui, et puis surtout parce que Blanche est morte, et qu'il repense au rôle joué par Isabelle il y a 12 ans, dans la découverte du scandale. Sans elle, il n'aurait jamais su. Et même, sachant, il aurait sans elle pardonné, pour garder Blanche. Cela valait-il tant d'horreurs, d'infamies remuées, de jours de souffrance? Et pour finir, ce trépas. Le clan des ennemis d'Isabelle ne comprend que 2 personnes. Jeanne la Boiteuse et Mao d'Artois, mais solidement alliés par une commune haine. Si bien que Robert d'Artois, l'homme le plus puissant après le roi, et même en beaucoup d'aspects plus important que le souverain, lui dont l'avis prévaut toujours, qui décide de toutes choses d'administration, qui dicte les ordres aux gouverneurs, baillis et sénéchaux, Robert est seul, soudain, à soutenir la cause de sa cousine. Ainsi en va-t-il de l'influence dans les cours. C'est une étrange et fluctuante addition d'états d'âme, et les situations se transforment insensiblement avec la marche des événements et la somme des intérêts en jeu. Et les grâces portent en elles le germe des disgrâces. Non qu'aucune disgrâce menace Robert, mais Isabelle vraiment est menacée. Elle que voici quelques mots on plaignait, on protégeait, on admirait, à qui l'on donnait raison en tout, dont on applaudissait l'amour comme une belle revanche, voilà qu'elle n'a plus au conseil du roi qu'un seul partisan. Or, l'obliger à rentrer en Angleterre, c'est tout exactement lui poser le coup sur le billot de la tour de Londres, et cela, chacun le sait bien. Mais soudain, on ne l'aime plus. Elle a trop triomphé. Personne n'est plus désireux de se compromettre pour elle, sinon Robert, mais parce que c'est pour lui une façon de lutter contre Mao. Or, voici que celle-ci s'éploie à son tour et lance son attaque depuis longtemps préparée. « Sire, mon cher fils, je sais l'amour que vous portez à votre sœur, et qui vous honore, dit-elle. Mais il faut bien regarder en face qu'Isabelle est une mauvaise femme, dont tous nous pâtissons ou avons pâti. Voyez l'exemple qu'elle donne à votre cour, depuis qu'elle s'y trouve. Et songez que c'est la même femme qui fit pleuvoir naguère mensonge sur mes filles et sur la sœur de Jeanne, ici présente. Quand je disais alors à votre père, Dieu en garde l'âme, qu'il se laissait abuser par sa fille, n'avais-je pas raison?
Elle nous a tous souillés à plaisir, par de mauvaises pensées qu'elle voyait dans le cœur des autres, et qui ne sont qu'en elle, comme elle le prouve assez. Blanche, qui était pure, et qui vous a aimé jusqu'à ses derniers jours, comme vous le savez, Blanche vient d'en mourir cette semaine. Elle était innocente. Mes filles étaient innocentes. Le gros doigt de Mao, un index dur comme un bâton, prend le ciel à témoin. Et pour faire plaisir à son allié du moment, elle ajoute, se tournant vers Jeanne la boiteuse, « Ta sœur était sûrement innocente, ma pauvre Jeanne. Et tous, nous avons subi le malheur à cause des calomnies d'Isabelle, et ma poitrine de mère en a saigné. » Si elle continue de la sorte, elle va faire pleurer l'assemblée. Mais Robert lui lance « Innocente ! Votre Blanche ! Ah, je veux bien, ma tante, mais ce n'est tout de même point le Saint-Esprit qui l'a engrossée en prison. » Le roi Charles le Bel a une grimace nerveuse. Robert vraiment n'avait pas besoin de rappeler cela. « Mais c'est le désespoir qui a poussé là ma fillette !» crie Mao, toute rebiffée. « Qu'avait-elle à perdre, cette colombe souillée de calomnie, mise en forteresse et à demi folle? Un tel traitement, je voudrais bien savoir qui pourrait résister. » « Je fus en prison moi aussi, ma tante. Autant pour vous plaire, votre gendre Philippe le Long m'y plaça. Je n'ai point engrossé pour autant la femme du geôlier, ni par désespoir, ni ne me suis servi du porte-clés pour épouse, comme il paraît que cela se fait dans notre famille anglaise. » Ah, le connétable commence à reprendre de l'intérêt au débat. « Et qui vous dit d'ailleurs, mon neveu, qui vous plaisait si fort à salir la mémoire d'une morte? Qu'elle n'a pas été prise de force, ma Blanche? On a bien étranglé sa cousine, dans la même prison, dit Mao en regardant Robert dans les yeux. On peut avoir violé l'autre. Non, sire, mon fils, poursuit-elle en revenant au roi. Puisque vous m'avez appelé en votre conseil, nul ne vous a appelé, dit Robert. Vous êtes bien venu de vous-même. Mais on ne coupe pas aisément la parole à la vieille géante. Alors ce conseil je vous le donne, et d'un cœur de mère, que je n'ai jamais cessé d'avoir pour vous en dépit de tout ce qui eût pu m'éloigner. Je vous le dis, sire Charles, chassez votre sœur de France, car chaque fois qu'elle y est revenue, la couronne a connu un malheur. L'année que vous fûtes fait chevalier avec vos frères et mon neveu Robert lui-même, qui s'en doit souvenir, le feu prit à Maubuisson pendant le séjour d'Isabelle, et peu s'en fallut que nous ne fussions tous grillés. L'année suivante, elle nous amena ce scandale qui nous a couverts de boue et d'infamie, et qu'une bonne fille du roi, une bonne sœur de ses frères, même s'il y avait eu quelque ombre de vérité, se serait dû de taire, au lieu d'aller clabauder partout avec l'aide de qui je sais, et encore du temps de votre frère Philippe, quand elle vint à Amiens, pour qu'Édouard rendît l'hommage. Qu'est-il survenu? Les Pastoureaux ont ravagé le royaume. Et je tremble à présent depuis qu'elle est de retour, car vous attendez un enfant qu'on espère mal, puisqu'il vous faut donner un roi à la France. Alors, je vous le dis bien, sire mon fils, tenez cette porteuse de malheur distante du ventre de votre épouse. Ah, elle a bien ajusté son carreau d'arbalète. Mais Robert déjà riposte. Et quand notre cousin Hutin a trépassé, très bonne tante, où était donc Isabelle? Point en France, que je sache. Et quand son fils, le petit Jean le Posthume, s'est éteint tout brusquement dans vos bras, où vous le teniez, très bonne tante, où était Isabelle? Dans la chambre de Louis? Parmi les barons assemblés? Peut-être la mémoire me manque, mais je ne la revois pas. À moins que ces deux trépas de roi ne soient pas, dans votre pensée, à compter parmi les malheurs du royaume. La gredine a affaire à plus fort gredin. Si deux paroles viennent encore à s'échanger, on va s'accuser clairement d'assassinat. Le connétable connaît cette famille depuis près de 60 ans, il plisse les yeux de tortue. « Ne nous égarons point, dit-il, et revenons, mes seigneurs, au sujet qui demande décision. » Et quelque chose passe dans sa voix qui rappelle soudain le ton des conseils du roi de fer. Charles le Bel caresse son front lisse et dit « Si pour donner satisfaction à Édouard, on faisait sortir messire de Mortimer du royaume. » Jeanne la boiteuse prend la parole. Elle a la voix nette, pas très haute, mais après ces grands beuglements qu'ont poussés les deux taureaux d'Artois, on l'écoute. « Ce serait peine étant perdue, déclara-t-elle. Pensez-vous que notre cousine va se séparer de cet homme qui est maintenant son maître? Elle lui est bien trop dévouée d'âme et de corps. Elle ne respire que par lui.
Ou elle refusera son départ, ou elle partira de concert. Car Jeanne la Boiteuse déteste la reine d'Angleterre. Non seulement pour le souvenir de Marguerite, sa sœur, mais encore pour ce trop bel amour qu'Isabelle montre à la France. Et pourtant Jeanne de Bourgogne n'a pas à se plaindre, son grand Philippe l'aime vraiment, et de toutes les manières, bien qu'elle n'ait pas les jambes de la même longueur. Mais la petite fille de Saint-Louis voudrait être la seule dans l'univers à être aimée. Elle hait les amours des autres. « Il faut prendre décision », répète le connétable. Il dit cela parce que l'heure s'avance et parce qu'on s'est assemblé, les femmes vraiment parlent trop. Le roi Charles l'approuve en hochant la tête et puis déclare « Demain matin, ma sœur sera conduite au port de Boulogne pour y être embarquée et ramenée sous escorte à son légitime époux. Je le veux ainsi. » Il a dit « je le veux ». Et les assistants se regardent car ce mot bien rarement est sorti de la bouche de Charles le Faible. « Cherchemont, ajoute-t-il, vous préparerez la commission d'escorte que je scellerai de mon petit sceau. » Rien ne peut être ajouté. Charles le Bel est buté. Il est le roi et parfois s'en souvient. Seule la comtesse Mao se permet de dire « C'est sagement décidé, sire mon fils !» Et puis l'on se sépare sans grand souhait de bonne nuit, avec le sentiment d'avoir participé à une vilaine action. Les sièges sont repoussés, chacun se lève pour saluer le départ du roi et de la reine. La comtesse de Beaumont est déçue. Elle avait cru que Robert, son époux, l'emporterait. Elle le regarde, elle lui fait signe de se diriger vers la chambre. Il y a un mot encore à dire à monseigneur de Marigny. Le connétable d'un pas lourd, Jeanne de Bourgogne d'un pas boiteux, Louis de Bourbon boitant aussi, ont quitté la salle. Le grand Philippe de Valois suit sa femme avec un air de chien de chasse qui a mal rabattu le gibier. Robert d'Artois parle un instant à l'oreille de l'évêque de Beauvais, lequel croise et décroise ses longs doigts. Un moment plus tard, Robert regagne son appartement par le cloître de l'hôtellerie. Une ombre est assise entre deux colonnettes, une femme qui regarde la nuit. « Bon rêve à vous, monseigneur Robert ?» Cette voix, à la fois ironique et traînante, appartient à la demoiselle de Parache de la comtesse Mao, Béatrice d'Hirson, qui se tient là, songeuse semble-t-il, et attendant quoi? Le passage de Robert. Celui-ci le sait bien. Elle se lève, s'étire, se découpe dans l'ogive, fait un pas, deux pas, d'un mouvement balancé, et sa robe glisse contre la pierre. « Que faites-vous là, gentille garce ?» lui dit Robert. Elle ne répond pas directement, désigne de son profil les étoiles dans le ciel et dit « C'est belle nuit que voici, et pitié de s'en aller coucher seul. Ah, le sommeil vient mal en la chaude saison. » Robert d'Artois s'approche jusqu'à venir contre elle, interroge de haut ses longs yeux qui la défient et brillent dans la pénombre, pose sa large main sur la croupe de la demoiselle, et puis brusquement se retire en secouant les doigts, comme s'il s'y brûlait. « Eh, belle Béatrice !» s'écrie-t-il en riant. « Allez prestement vous mettre les naches au frais dans l'étang, car sinon vous allez flamber. » Cette brutalité de geste, cette grossièreté de parole font frémir la demoiselle Béatrice. Il y a longtemps qu'elle attend l'occasion de conquérir le géant. Ce jour-là, monseigneur Robert sera à la merci de la comtesse Mao, et elle, Béatrice, connaîtra un désir enfin satisfait. Mais ce ne sera pas pour ce soir encore. Robert a plus important à faire. Il gagne son appartement, entre dans la chambre de la comtesse, sa femme. Celle-ci se redresse dans son lit. Elle est nue. Elle dort ainsi tout l'été. Robert caresse machinalement un sein qui lui appartient par mariage. Juste un bonsoir. La comtesse de Beaumont n'éprouve rien de cette caresse, mais elle s'amuse toujours de voir apparaître son mari et d'imaginer ce qu'il peut avoir en tête. Robert d'Artois s'est affalé sur un siège. Il a étendu ses immenses jambes, les soulève de temps à autre et les laisse retomber les deux talons ensemble. « Vous ne vous couchez point, Robert ?»« Non, mamie, non, je vais même vous quitter pour courir à Paris tout à l'heure, quand ces moines auront fini de chanter dans leur église. » La comtesse sourit. « Mon ami, ne croyez-vous pas que ma sœur de Hainaut pourrait accueillir quelque temps Isabelle et lui permettre de regrouper ses forces ?»« J'y pensais, ma belle comtesse, j'y pensais justement. » Allons, madame de Beaumont est rassurée, son mari gagnera. Ce n'était pas tellement le service d'Isabelle qui mit Robert d'Artois à cheval cette nuit-là, que sa haine pour Mao.
La gueuse voulait s'opposer à lui, nuire à ceux qu'il protégeait, et reprendre influence sur le roi. On verrait bien qui garderait le dernier mot. Il alla secouer son valet Lormet. « Va faire ses les 3 chevaux, mon écuyer, un sergent. »« Et moi ?» dit Lormet. « Non, pas toi. Toi, tu vas retourner dormir. » C'était gentillesse de la part de Robert. Les années commençaient à peser sur le vieux compagnon de ses méfaits, tout à la fois garde du corps, étrangleur et nourrice. Lormet maintenant avait le souffle court et supportait mal les brumes du petit matin. Il maugréa, puisqu'on se passait de lui, à quoi bon l'avoir réveillé. Mais il aurait bougonné plus encore s'il lui avait fallu partir. Les chevaux furent vite sellés, l'écuyer bâillait, le sergent d'armes achevait de se harnacher. « En selle, dit Robert, ce sera une promenade. » Bien assis sur le trousquin de sa selle, il garda le pas pour sortir de l'abbaye par la ferme et les ateliers. Puis, aussitôt atteinte la mer de sable qui s'étendait claire, insolite et nacrée entre les bouleaux blancs, vrai paysage pour une assemblée de fées, il fit prendre le galop. Dammartin, Mitry, Aunay, Saint-Ouen, une promenade de 4 heures avec quelques temps d'allure plus lente pour souffler et juste une halte dans une auberge ouverte la nuit qui servait à boire aux rouliers des maréchages. Le jour ne pointait pas encore quand on arriva au palais de la Cité. La garde laissa passage au premier conseiller du roi. Robert monta droit aux appartements de la reine Isabelle, enjamba les serviteurs endormis dans le couloir, traversa la chambre des femmes qui lancèrent des hurlements de volailles effarouchés et crièrent « Madame, madame, on entre chez vous !» Une veilleuse brûlait au-dessus du lit où Mortimer était couché avec la reine. Ainsi, c'est pour cela, pour qu'ils puissent dormir dans les bras l'un de l'autre, que j'ai galopé toute la nuit à m'enlever les fesses, pensa Robert. La surprise passée, et les chandelles allumées, toute gêne fut oubliée en raison de l'urgence. Robert mit les 2 amants au courant rapidement de tout ce qui s'était décidé à Chalice et se tramait contre eux. Tout en écoutant et en questionnant, Mortimer se vêtait devant Robert d'Artois très naturellement, comme cela se fait entre gens de guerre. La présence de sa maîtresse ne semblait pas non plus l'embarrasser. Ils étaient décidément bien installés en ménage. « Il vous faut partir dans l'heure, mes bons amis. Voilà mon conseil, dit Robert. Et tirez vers les terres d'Empire pour vous y mettre à l'abri. Tous 2, avec le jeune Édouard et peut-être Cromwell, Holspé et Maltravers, mais peu de monde pour ne point vous ralentir. Vous allez piquer sur le Hainaut où je vais dépêcher un chevaucheur qui vous devancera. Le bon comte Guillaume et son frère Jean sont 2 grands seigneurs loyaux, redoutés de leurs ennemis, aimés de leurs habits. La comtesse, mon épouse, vous appuiera pour sa part auprès de sa sœur. C'est le meilleur refuge que vous puissiez gagner pour le présent. Notre ami de Kent, que je vais prévenir, vous rejoindra en se détournant par le Pontieux afin de rassembler les chevaliers que vous avez là-bas. Et puis, à la grâce de Dieu, je veillerai à ce que Ptolémée continue à vous acheminer des fonds. D'ailleurs, il ne peut plus agir autrement. Il est trop engagé avec vous. Grossissez vos troupes. Faites votre possible, battez-vous. Si le royaume de France n'était pas si gros morceau, où je ne veux pas laisser champ libre aux mauvaisetés de ma tante, j'irai volontiers avec vous. Tournez-vous donc, mon cousin, que je me vête, dit Isabelle. Alors quoi, ma cousine? Pas de récompense? Ce coquin de Roger veut donc tout garder pour lui? Dit Robert en obéissant. Il ne s'ennuie pas, le gaillard. Pour une fois, ses intentions grivoises ne parurent pas choquantes. Il y avait même quelque chose de rassurant dans cette manière de plaisanter, en plein drame. Cet homme qui passait pour si méchant était capable de bons gestes, et son impudeur de parole parfois n'était qu'un masque à une certaine pudeur de sentiment. « Je suis en train de vous devoir la vie, Robert, » dit Isabelle. « Charge de revanche, ma cousine, charge de revanche. On ne sait jamais, » lui cria-t-il par-dessus son épaule. Il vit sur une table une coupe de fruits préparée pour la nuit des amants. Il prit une pêche, y mordit largement, et le jus doré lui baigna le menton. Branle-bas dans les couloirs, écuyers courant aux écuries, messagers dépêchés aux seigneurs anglais qui logeaient en ville, femmes qui se hâtaient à fermer les coffres légers après y avoir entassé l'essentiel, tout un grand mouvement agitait cette partie du palais. « Ne prenez pas par Senlis, dit Robert, la bouche encombrée de sa 12e pêche. Notre bon sire Charles en est trop proche et pourra faire mettre à vos trousses. Passez par Beauvais et Amiens. » Les adieux furent brefs. L'aurore commençait seulement à éclairer la flèche de la Sainte-Chapelle, et déjà dans la cour, l'escorte était prête. Isabelle s'approcha de la fenêtre. L'émotion
la retint un instant devant ce jardin, ce fleuve, et à côté de ce lit où elle avait connu le temps le plus heureux de sa vie. 15 mois s'étaient écoulés depuis le premier matin où elle avait respiré, à cette même place, le parfum merveilleux que répand le printemps quand on aime. La main de Roger Mortimer se posa sur son épaule, et les lèvres de la reine glissèrent vers cette main. Bientôt, les fers des chevaux sonnèrent dans les rues de la cité, puis sur le pont au change vers le nord. Monseigneur Robert d'Artois gagna son hôtel. Quand le roi serait averti de la fuite de sa sœur, il y aurait beau temps que celle-ci se trouverait hors d'atteinte. Et Mao devrait se faire saigner pour que le flux de sang ne l'étouffât pas. Ah ah ah, ma bonne gueuse! Robert pouvait dormir d'un lourd sommeil de bœuf jusqu'aux cloches de midi. Quatrième partie, la chevauchée cruelle. Harwich. Les mouettes, encerclant de leur vol criard les mâtures des navires, guettaient les déchets tombant à la mer. Dans l'embouchure où se jettent à la fois l'Orwell et l'Astour, la flotte voyait se rapprocher le port de Harwich, son môle de bois et sa ligne de maisons basses. Déjà 2 embarcations légères avaient abordé, débarquant une compagnie d'archers chargés de s'assurer de la tranquillité des parages. La rive ne paraissait pas gardée. Il y avait eu un peu de confusion sur le quai où la population, d'abord attirée par toutes ces voiles qui arrivaient du large, s'était enfuie en voyant des soldats prendre pied. Mais bientôt rassurée, elle s'attroupait à nouveau. Le navire de la reine, arborant à sa corne la longue flamme brodée de lys de France et des lions d'Angleterre, filait sur son air. 18 vaisseaux de Hollande le suivaient. Les équipages, au commandement des maîtres mariniers, abaissaient les voilures. Les longues rames venaient de sortir du flanc des nefs, comme des plumes d'ailes soudain déployées pour aider à la manœuvre. Debout sur le château d'arrière, la reine d'Angleterre, entourée de son fils le prince Édouard, du comte de Kent, de lord Mortimer, de messire Jean de Hainaut et de plusieurs autres seigneurs anglais et hollandais, assistait à la manœuvre et regardait grandir la rive de son royaume. Pour la première fois depuis son évasion, Roger Mortimer n'était pas habillé de noir. Il portait non point la grande cuirasse à aume fermé, mais simplement l'équipement de petite bataille, le casque sans visière auquel s'attachait le camail d'acier, et le haubert de maille par-dessus quoi flottait sa cotte d'armes rouge et bleue ornée de ses emblèmes. La reine était vêtue de la même manière, son mince et blond visage enchâssé dans le tissu d'acier, et la jupe traînant jusqu'à terre, mais sous laquelle elle avait chaussé, comme les hommes, des jambières de maille. Et le jeune prince Édouard, lui aussi, se montrait en tenue de guerre. Il avait beaucoup grandi ces derniers mois, et pris un peu tournure d'homme. Il observait les mouettes, les mêmes, lui semblait-il, aux mêmes cris rauques, aux mêmes becs avides, qui avaient accompagné le départ de la flotte dans l'embouchure de la Meuse. Ces oiseaux lui rappelaient la Hollande. Tout d'ailleurs, la mer grise, le ciel gris nuancé de vagues traînées roses, le quai aux petites maisons de briques où l'on allait bientôt aborder, le paysage vert onduleux, laguneux qui s'étendait derrière Harwich, tout s'accordait pour le faire se souvenir des paysages hollandais. Mais aurait-il contemplé un désert de pierre et de sable sous un soleil flambant, qu'il eût encore songé par indifférence à ces terres de Brabant, d'Ostrévan, de Hainaut, qu'il venait de quitter? C'est que monseigneur Édouard, duc d'Aquitaine et héritier d'Angleterre, était pour ses 14 ans 3/4 tombé amoureux en Hollande. Et voici comment la chose s'était faite, et quels notables événements avaient marqué la mémoire du jeune prince Édouard. Après qu'on eut fui Paris à la sauvette, en ce petit matin où monseigneur d'Artois avait intempestivement éveillé le palais, on s'était hâté en forçant les journées pour gagner au plus pressé les terres d'Empire, jusqu'à ce qu'on fût parvenu chez le sire Eustache d'Aubercicourt, lequel, aidé de sa femme, avait fait un accueil tout d'empressement et de liesse à la reine anglaise et à sa compagnie. Dès qu'installé et reparti au mieux dans le château cette chevauchée inattendue, messire d'Aubercicourt avait sauté en selle pour s'en aller prévenir le bon comte Guillaume, dont la femme était cousine germaine de la reine Isabelle, en sa ville capitale de Valenciennes. Le lendemain même,
accourait le frère cadet du comte, messire Jean de Hainaut. Curieux homme que celui-ci, non point d'apparence, car il était bien honnêtement fait, le visage rond sur un corps solide, l'œil rond, le nez rond au-dessus d'une brève moustache blonde, mais singulier dans sa manière d'agir. Car arrivé devant la reine, et pas encore débotté, il avait mis un genou sur les dalles et s'était écrié la main sur le cœur « Dame, voyez ici votre chevalier qui est prêt à mourir pour vous. Quand même tout le monde vous ferait faute, et j'userai de tout mon pouvoir avec l'aide de vos amis pour vous reconduire, vous et monseigneur votre fils, par-delà la mer en votre état d'Angleterre. Et tous ceux que je pourrai prier y mettront leur vie, et nous aurons gendarmes assez s'il plaît à Dieu. » La reine, pour le remercier d'une aide si soudaine, avait esquissé le geste de s'agenouiller devant lui, mais messire Jean de Hainaut l'en avait empêché, en la saisissant à plein bras, et toujours la serrant et lui soufflant dans la figure, avait continué « Ne plaise à Dieu que jamais la reine d'Angleterre ait à se ployer devant quiconque. Confortez-vous, madame, et votre gentil fils aussi, car je vous tiendrai ma promesse. » Lord Mortimer commençait à faire la longue figure, trouvant que messire Jean de Hainaut avait l'empressement un peu vif à mettre son épée au service des dames. Vraiment, cet homme-là se prenait proprement pour Lancelot du Lac, car il avait déclaré tout soudain qu'il ne souffrirait dormir ce soir-là sous le même toit que la reine, afin de ne pas la compromettre, et comme s'il n'apercevait pas au moins un si grand seigneur autour d'elle. Il s'en était allé faire benoîtement retraite en une abbaye voisine, pour revenir tôt le lendemain après messe et boire, quérir la reine et conduire toute cette compagnie à Valenciennes. Ah, les excellentes gens que ce comte Guillaume le Bon, son épouse et leurs 4 filles, qui vivaient dans un château blanc. Le comte et la comtesse formaient un ménage heureux, cela se voyait sur leur visage, et s'entendait dans toutes leurs paroles. Le jeune prince Édouard, qui avait souffert dès l'enfance du spectacle de désaccord donné par ses parents, regardait avec admiration ce couple uni, et en toute chose bienveillant. Comme elles étaient heureuses, les 4 jeunes princesses de Hainaut, d'être nées en pareille famille. Le bon comte Guillaume s'était offert au service de la reine Isabelle, de moins éloquente façon que son frère toutefois, et en prenant quelque avis afin de ne point s'attirer les foudres du roi de France, ni celles du pape. Messire Jean de Hainaut, lui, se dépensait. Il écrivait à tous les chevaliers de sa connaissance, les priant sur l'honneur et l'amitié de le venir joindre dans son entreprise et pour le vœu qu'il avait fait. Il mit tant à rumeur Hainaut, Brabant, Zélande et Hollande que le bon comte Guillaume s'inquiéta. C'était tout l'ost de ses états, toute sa chevalerie que messire Jean était en train de lever. Il l'invita donc à plus de modération, mais l'autre ne voulait rien entendre. « Messire mon frère, disait-il, je n'ai qu'une mort à souffrir, qui est dans la volonté de notre Seigneur, et j'ai promis à cette gentille dame de la conduire jusqu'en son royaume. Ainsi ferai-je, même s'il m'en faut mourir, car tout chevalier doit aider de son loyal pouvoir toute dame et pucelle déchassée et déconfortée à l'instant qu'ils en sont requis. » Guillaume le Bon craignait aussi pour son trésor, car tous ces bannerets auxquels on faisait fourbir leur cuirasse, il allait bien falloir les payer. Mais là-dessus, il fut rassuré par Lord Mortimer, qui semblait tenir des banques lombardes assez d'argent pour entretenir 1000 lances. On resta donc près de 3 mois à Valenciennes, à mener la vie courtoise, tandis que Jean de Hainaut annonçait chaque jour quelques nouveaux ralliements d'importance, tantôt celui du sire Michel de Ligne ou de sire de Sarre, tantôt du chevalier Ulfar de Gislette, ou Perceval de Sommery, ou Sens de Boussois. On alla comme en famille faire pèlerinage en l'église de Sebourg, aux reliques de Saint-Druon, fort vénéré depuis que le grand-père du comte Guillaume, Jean d'Avennes, qui souffrait d'une pénible gravelle, en avait obtenu guérison. Des 4 filles du comte Guillaume, la 2e, Philippa, avait plu tout de suite au jeune prince Édouard. Elle était rousse, potelée, criblée de taches de son, le visage large et le ventre déjà bombu. Une bonne petite Valois, mais teintée de Brabant. Les 2 jeunes gens se trouvaient parfaitement appareillés par l'âge. Et l'on eut la surprise de voir le prince Édouard, qui ne parlait jamais, se tenir autant qu'il le pouvait auprès de la grosse Philippa et lui parler pendant des heures entières. Cette attirance n'échappait à personne. Les silencieux ne savent plus feindre dès qu'ils abandonnent le silence. Aussi, la reine Isabelle et le comte de Hainaut étaient-ils vite venus à l'accord de fiancer leurs enfants, qui montraient l'un pour l'autre si grande inclination. Par là, Isabelle cimentait une alliance indispensable, et le comte de Hainaut, du moment que sa fille était promise à devenir reine un jour en Angleterre, ne voyait plus que du bien à prêter ses chevaliers. Malgré les ordres formels du roi Édouard II, qui avait interdit à son fils de se fiancer ou de se laisser fiancer sans son consentement, les dispenses avaient été déjà demandées au Saint-Père. Il semblait vraiment écrit dans les destins que le prince Édouard épouserait une Valois.
Son père, 3 ans plus tôt, avait refusé pour lui une des dernières filles de Monseigneur Charles. Bien heureux refus, puisque maintenant le jeune homme allait pouvoir s'unir à la petite fille de ce même Monseigneur Charles, et qui lui plaisait. L'expédition aussitôt avait pris pour le prince Édouard un sens nouveau. Si le débarquement réussissait, si l'oncle de Kent et Lord Mortimer, avec l'aide du cousin de Hainaut, parvenaient à chasser les mauvais Despencer et à commander en leur place auprès du roi, celui-ci serait bien forcé d'agréer à ce mariage. On ne se gênait plus d'ailleurs pour parler devant le jeune homme des mœurs de son père. Il en avait été horrifié, écœuré. Comment un homme, un chevalier, un roi, pouvait-il se conduire de pareille manière avec un seigneur de sa cour? Le prince était résolu, quand viendrait son tour de régner, à ne jamais tolérer pareille turpitude parmi ses barons, et il montrerait à tous, auprès de sa Philippa, un vrai, bel et loyal amour d'homme et de femme, de reine et de roi. Cette ronde, rousse et grasse personne, déjà fortement féminine, et qui lui paraissait la plus belle demoiselle de toute la terre, avait sur le duc d'Aquitaine un pouvoir rassurant. Ainsi, c'était son droit à l'amour que le jeune homme allait gagner, et cela effaçait pour lui la peine qu'il y avait à marcher en guerre contre son propre père. 3 mois donc avaient passé de cette manière heureuse, les plus beaux sans conteste qu'eût connu le prince Édouard. Le rassemblement des Hainuyers, puisque c'est ainsi que s'appelaient les chevaliers de Hainaut, s'était fait à Dordrecht, sur la Meuse, jolie ville étrangement coupée de canaux, de bassins, où chaque rue de terre enjambait une rue d'eau, où les navires de toutes les mers, et ceux aussi plats et sans voile qui remontaient les rivières, accostaient jusque devant le parvis des églises. Une cité pleine de négoces et de richesses, où les seigneurs marchaient sur les quais entre les ballots de laine et les caisses d'épices, où l'odeur de poissons fraîches et salées flottait autour des halles, où les mariniers et les portefaix mangeaient dans la rue de belles soles blondes toutes chaudes surgies de la friture et qu'on achetait aux éventaires, où le peuple, sortant après la messe de la grosse cathédrale de briques, venait badauder devant ce grand arroi de guerre, jamais encore vu, et qui se tenait au pied des demeures. Les mâtures des nefs se balançaient plus haut que les toits. Combien d'heures et d'efforts et de cris n'avait-il pas fallu pour charger les bateaux, ronds comme les sabots dont la Hollande était chaussée, de tout l'attirail de cette cavalerie. Caisses d'armement, coffres aux cuirasses, vivres, cuisine, fourneaux, et une maréchalerie par bannière, et 100 hommes avec les enclumes, les soufflets, les marteaux. Ensuite, on avait dû embarquer les gros chevaux de Flandre, ces lourds alezans, pâtus aux robes presque rouges sous le soleil, avec des crinières plus pâles, délavées et flottantes, et d'énormes croupes charnues, soyeuses, vraies montures de chevaliers sur lesquelles on pouvait poser les selles à haut arçon, accrocher les caparaçons de fer, et placer un homme en armure. Près de 400 livres à emporter au galop. On comptait 1000 et plus de ces chevaux, car messire Jean de Hainaut, tenant parole, avait réuni 1000 chevaliers, accompagnés de leurs écuyers, leurs valets, leurs goujats, soit au total 2750 hommes à solde, d'après le registre qu'en tenait Gérard de Holspay. Le château d'arrière de chaque vaisseau servait d'appartement au grand seigneur de l'expédition. Ayant mis à la voile le matin du 22 septembre, afin de profiter des courants d'équinoxe, on avait navigué tout un jour sur la Meuse pour venir s'ancrer devant les digues de Hollande. Les mouettes criardes tournaient autour des nefs. Le lendemain, la flotte cinglait vers la haute mer. Le temps paraissait beau, mais voici que vers la fin du jour, le vent s'était levé par le travers, contre lequel les navires avaient peine à lutter. Sur une eau creusée d'énormes vagues, toute l'expédition souffrait de grands malaises et de grandes peurs. Les chevaliers vomissaient par-dessus les rambardes, quand encore il leur restait la force de s'en approcher. Les équipages eux-mêmes étaient incommodés et les chevaux bousculés dans les écuries d'entreponts répondaient des odeurs affreuses. Une tempête est plus effrayante de nuit que de jour. Les aumôniers s'étaient mis en prière. Messire Jean de Hainaut faisait merveille de courage et de réconfort auprès de la reine Isabelle, un peu trop même, car il est certaines occasions où l'empressement des hommes peut devenir importun aux dames. La reine avait éprouvé comme un soulagement lorsque messire de Hainaut s'était trouvé malade à son tour. Seul, Lord Mortimer paraissait résister au gros temps. Les hommes jaloux ne souffrent pas du mal de mer, du moins cela se dit. En revanche, le baron de Maltravers présentait lorsque vint l'aurore un pitoyable aspect. Le visage plus long et plus jaune que jamais, les cheveux pendant sur les oreilles, la cotte d'armes maculée, il était assis les jambes écartées contre un rouleau de filin et gémissait à chaque vague, comme si elle lui eût apporté son trépas. Enfin, par la grâce de Monseigneur Saint-Georges, la mer s'étant apaisée, chacun avait pu remettre un peu d'ordre sur sa personne. Puis les hommes de vigie avaient reconnu la terre d'Angleterre, à quelques milles seulement plus au sud du point où l'on voulait arriver. Les mariniers s'étaient dirigés vers le port de Harwich, où l'on abordait à présent et dont la nef royale, rame levée, frôlait déjà le môle de bois.
Le jeune prince Édouard d'Aquitaine, à travers ses longs cils blonds, contemplait rêveusement les choses autour de lui. Car tout ce que son regard rencontrait, et qui était rond, roux ou rose, les nuages poussés par la brise de septembre, les voiles basses et gonflées des derniers navires, les croupes des alezans de Flandre, les joues de messire Jean de Hainaut, tout lui rappelait invinciblement la Hollande de ses amours. Et, posant la semelle sur le quai de Harwich, Roger Mortimer se sentit tout à fait semblable à son ancêtre, qui, 260 années plus tôt, avait débarqué sur le sol anglais aux côtés du conquérant. Et cela se vit bien à son air, à son ton et à la manière dont il prit toutes choses en main. Il partageait la direction de l'expédition à égalité de commandement avec Jean de Hainaut, partage assez normal puisque Mortimer n'avait pour lui que sa bonne cause, quelques seigneurs anglais et l'argent des Lombards, tandis que l'autre conduisait les 2757 hommes qui allaient combattre. Toutefois, Mortimer considérait que l'autorité de Jean de Hainaut ne devait s'exercer que sur l'organisation et la subsistance des troupes, tandis que lui-même entendait garder la responsabilité entière des opérations. Le comte de Kent, pour sa part, semblait peu soucieux de se pousser en avant, car si, en dépit des informations optimistes qu'on avait reçues, une partie de la noblesse demeurait fidèle au roi Édouard, les troupes de ce dernier seraient commandées par le comte de Norfolk, maréchal d'Angleterre, c'est-à-dire le propre frère de Kent. Or, se révolter contre un demi-frère plus vieux de 20 ans et qui se montre mauvais roi est une chose, mais c'en est une tout autre que de tirer l'épée contre un frère très aimé et dont 1 an seulement vous sépare.